documents que vous reverrez aujourd'hui font partie des plus belles découvertes réalisées par l'émission Inédit au cours de ces 20 années de recherche. Le premier document date de 1908, le second de 1911. Et il est bien utile de se souvenir du contexte de l'époque pour apprécier ces images qui figurent parmi les plus anciennes que nous ayons retrouvées. Rappelez-vous, un peu plus de 20 ans auparavant, les spectateurs de la première projection des Frères Lumière s'enfuyaient à la vue des images d'un train entrant dans la gare de la Ciotat. Quelques années plus tard, le cinéma découvrait les trucages de Méliès, puis les premières mises en scène. Vers 1905, certains cinéastes affirmaient vouloir mettre le monde sous les yeux des spectateurs en multipliant l'enregistrement filmé d'actualités et de grands reportages. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, de nombreuses baraques foraines se transformaient en cinéma, qu'on surnommerait bientôt les Nickelodeon, du nom de la pièce de 5 cents qui payait l'entrée des salles. En 1908, tandis que le cinéma poursuivait sa découverte du monde, le tournage d'un premier conte de Monte Cristo se déroulait dans un studio improvisé d'une obscure bourgade, baptisée Hollywood. À la même époque en Europe, un certain Alfred Machin, opérateur de chez Pathé, rapportait des films tournés en Afrique. Il rencontrait un certain Hyacinthe Pirmé, personnage de chez nous, haut en couleur, écrivain, photographe, explorateur et cinéaste à ses heures, et à qui on attribue les images que vous reverrez aujourd'hui. Il ne s'agit pas de films de famille, mais de véritables reportages qui nous font assister à un périple africain le long du Nil et à l'étape Liège-Spa-Liège du circuit européen d'aviation. La façon de filmer l'Afrique révèle toute la mentalité d'une époque. Ce continent fascine par les animaux qu'on y chasse et les trophées qu'ils procurent. Quant aux Africains, ils sont tout au plus des guerriers sauvages qui font rougir les jeunes dames. Quelques années plus tard, avec quelques terris pour horizon, de drôles de machines, baptisées Caudron, Blériot, Morane, Farman, charment le public de gracieuses dames au large chapeau des environs de Liège, tandis que quelques fous volants, déjà célèbres, distribuent des autographes. Vous en savez maintenant assez pour participer à cette fascinante plongée dans le début du XXe siècle qu'Inédit vous propose aujourd'hui. Le film que vous allez voir nous raconte le périple africain du fils d'une célèbre famille belge, les Pirmé. Hyacinthe Pirmé a réalisé ce film en 1908. Après cela, vous verrez un autre film de Hyacinthe Pirmé, un film qui retrace une des premières compétitions aériennes, le circuit européen, l'étape Liège-Spa-Liège, c'était en 1911. Ces films que vous avez retrouvés ont toute une histoire. Oui, effectivement, ces films ont été retrouvés à l'occasion de recherches qui ont été faites dans les archives du château par le cercle de recherche historique d'Acco, M. Éloin en particulier, et le cercle historique du Vieux-Châtelet à l'occasion d'une exposition qu'il voulait faire sur la famille Pirmé. Dans ce cadre-là, on a retrouvé des films qui ont été réalisés par mon grand-oncle Hyacinthe Pirmé, l'explorateur. C'était une personnalité assez forte, son histoire est hors du commun. Oui, ce n'était certainement pas la seule personnalité dans la famille. Il y avait au sein de cette famille beaucoup de gens dignes d'intérêt, mais lui s'est spécialisé dans un domaine assez particulier. Il était explorateur, il avait été amené à faire des voyages par goût et aussi parce que les circonstances l'avaient un petit peu amené à le faire. En fait, il se fait qu'il s'était battu en duel à 2 reprises à Spa et que sa famille ou les autorités locales, je ne sais pas, l'avaient invité à se rafraîchir les idées à l'extérieur. Ce qui l'a amené à voyager et notamment à entreprendre ces grandes expéditions depuis l'Égypte jusqu'au Congo belge en passant par le Soudan et l'Abyssinie. Est-ce qu'il avait des objectifs précis en partant ? Je ne pense pas qu'il avait des objectifs précis. Ces voyages ont servi des objectifs parce que, comme c'était un
un homme très intelligent. Il était docteur en droit. Il faisait partie du cercle des docteurs de droit de la ville de Liège. Il a fait des rapports extrêmement intéressants qui ont été utilisés par son cousin Drillon, qui était au Parlement, et par son oncle Eudore Pirmé, qui était ministre de l'Intérieur et qui avait participé directement à l'élaboration du Congo en négociant ses limites avec la France, chose qui lui avait donc été demandée personnellement par Léopold II. Vous n'avez pas connu personnellement votre oncle, mais est-ce qu'on en parlait dans la famille? Quelle était l'image qu'on s'en faisait? Mais je ne l'ai pas connu en effet parce qu'il est mort en 1924 et je suis né bien après. Mais on en parlait dans la famille parce que c'était un homme qui avait laissé le souvenir de quelqu'un de très charmant, d'intelligent, d'amusant. Les lettres d'ailleurs qu'il écrivait sont empreintes de l'humour assez particulier qu'il avait. Et grand amateur de voyages, d'incidents cocasses, de femmes et de chasse, et c'était certainement une personnalité un petit peu hors du commun. Il a laissé aussi un certain nombre de lettres. Il a laissé beaucoup de lettres. Il écrivait régulièrement lorsque il arrivait à un poste où il trouvait l'occasion d'envoyer des missives. Alors en général, il écrivait de très longues lettres parce que ça n'arrivait que périodiquement, tous les 2-3 mois, voire quelquefois même 6 mois. Alors il relatait l'histoire de ses voyages. Une série de ces lettres sont restées manuscrites, mais la plupart ont été dactylographiées. Et les lettres dactylographiées représentent à elles seules plus de 300 pages. Nous sommes à Fashoda, au Soudan. Ces guerriers qui appartiennent à la tribu des Chilouks célèbrent par leur danse la visite de hauts dignitaires britanniques, le duc et la duchesse de Connaught. Hyacinthe Pirmé y fait allusion dans une lettre qu'il adresse à son frère, et cette lettre, vous allez l'entendre, ne manque pas de pittoresque. Nous avons eu le spectacle d'une fantasia monstre de Chilouk, danse guerrière exécutée par 500 ou 600 Chilouks. Tous ces grands diables de plus de 6 pieds de haut se sont donc amenés, nus comme des vers, frottés de cendres d'argile ou de bouse de vache. Ils sont venus exécuter 1 heure durant devant la tente du duc au son de chants guerriers, des entrechats variés et divertissants. La duchesse regardait de tous ses yeux ces énormes gaillards, membrés comme les nègres seuls peuvent se vanter de l'être. Elle courait au milieu d'eux prendre des photos, les contempler avec son face à main. Quant à la jeune fille, elle paraissait assez embarrassée. Et quand les Chilouks s'approchaient trop de la tente, je l'ai vue se retourner fort rouge et causer avec animation avec un jeune officier anglais qui se trouvait derrière elle. Les Chilouks ne possèdent pour tout bien que du bétail qui ne leur sert absolument à rien, sinon à acheter des femmes. Une femme vierge, entre parenthèses, il y en a encore, paraît-il, tout au centre de l'Afrique, fermez la parenthèse, vaut environ 10 vaches. Nouvelle parenthèse, nous en connaissons aussi en Europe qui valent 10 vaches, mais elles ne sont pas vierges, fermez la parenthèse. La cérémonie terminée, le duc a passé les Chilouks en vue. Tous ces sauvages se tenaient debout en ligne bien droite, faisant front et tenant devant eux leurs boucliers. Il m'a paru que la duchesse regardait en passant par-dessus les boucliers. Ce fut pour la duchesse une fort belle journée. Est-ce que dans votre famille, en dehors des images qu'on voit sur ce film, on faisait allusion au voyage de Hyacinthe Pirmé? Oui, très souvent, parce que, enfin, très souvent, il y avait toute une série de personnages dans ma famille qui suscitaient l'intérêt et les commentaires, mais Hyacinthe était un personnage assez exceptionnel parce que, justement par sa nature, qui était très particulière, et par son goût du voyage et l'excentricité du personnage lui-même.
pouvez situer l'endroit où ça se passait? Oui, c'est donc au Soudan, pratiquement aux confins de l'Abyssinie. Vous remarquez la façon dont les gens sont habillés à la mode musulmane. Vous remarquez leur équipement, les lances qui tiennent à la main, également des boucliers ronds qui tiennent de la main gauche. Ici, c'est un épisode un peu pittoresque. Des femmes en train de danser à l'arrière, derrière les guerriers. C'est le long du Nil bleu ici. Oui, nous nous trouvons le long du Nil bleu. Et alors, vous voyez ici ce qu'on appelle les chadoufs. Les chadoufs, ce sont des outres qui sont placées au bout de perches et équilibrées par des contrepoids qui permettent d'élever l'eau depuis le Nil jusqu'aux terres que l'on désire irriguer. Alors, ici, on peut voir les felouks qui servaient à la traversée de la caravane. Les Arabes ont amené tout l'équipement permettant de traverser et la caravane se range le long du Nil. Ceci donne une assez bonne impression de l'importance de cette caravane. Il y avait à peu près une quarantaine de chameaux, 5 à 6 mules. Dans les lettres qui étaient échangées par mon grand-oncle et sa famille, on rapportait qu'il y avait environ 17 tonnes d'équipement. Et le personnel se montait à environ une cinquantaine de personnes qui comprenaient tant les pisteurs que les cuisiniers, le personnel destiné à monter l'équipement, etc. Un chameau qui marque un peu de réticence pour grimper dans la felouque. On peut sentir. Quel était le but de cette expédition? Eh bien, il n'y avait pas de but précis sinon la chasse et le voyage. Mon grand-oncle à l'époque avait pour objectif de se rendre jusque dans le nord-est du Congo, qui venait donc d'être institué en État indépendant, et d'une part de faire des rapports au profit du cercle des docteurs en droit de l'université de Liège, et d'autre part pour son propre plaisir de chasser et de faire du tourisme dans ces contrées. Si vous voyez cette image, vous remarquerez la qualité de la prise de vue. Il ne faut pas oublier que le cinéma à cette époque avait à peu près 13 ans, c'est ça? 13 ans. Parmi tous les gens que vous voyez là, il y a d'abord tous ceux qui, les propriétaires des felouks, les rameurs, les gens qui ne faisaient que faire traverser la caravane. Les caravaniers eux-mêmes, ceux qui faisaient partie de la caravane, avaient été recrutés à différents stades de l'expédition. Une partie avait été déjà recrutée au Caire, dont par exemple vous voyez le personnage qui se tient debout, c'est un cuisinier anglais qui a été recruté au mess anglais du Caire. Il y a des pisteurs qui ont été recrutés au Soudan, et puis des gens qui sont recrutés sur place et qui suivent la caravane pendant une centaine de kilomètres et puis retournent dans leur village. Et au fur et à mesure de l'avancement du trajet, on recrute de nouvelles personnes qui remplacent ceux qui sont abandonnés. Mais au total, le personnel de la caravane se situe aux alentours de 50 personnes.
un mois plus tard, dans la région de Umuruk, le 27 janvier 1909. C'est une hyène qui vient de se faire prendre au piège, voilà. Hyacinthe Pirmé était un chasseur. Oui, il était très chasseur. Et ici, j'ai le sentiment qu'il fait traîner les choses pour pouvoir prendre des photos. Il y a d'ailleurs dans l'album qui accompagne ces notes de voyage plusieurs photos de l'animal encore vivant. Il va toutefois, comme vous voyez ici, achever l'animal. Voilà. Et puis, ces animaux, après avoir été abattus, ont été dépecés, dépiotés, ont fait l'objet de trophées qui ont été envoyés en Belgique et qui se retrouvaient un petit peu partout dans la famille. Alors ici, il s'agit d'une autre scène de chasse qui se passe une semaine après la chasse à l'hyène qu'on vient de voir, ou du moins la prise de l'hyène au piège. Il y a quelque chose de très amusant à propos de cette chasse, c'est qu'on voit le chasseur qui tire vers le photographe, c'est-à-dire que c'est un petit montage qu'il a fait, il a imaginé un petit scénario, parce que sinon il faudrait imaginer qu'effectivement le lion se trouvait derrière le cinéaste, ce qui paraît évidemment très peu probable. Alors, ils suivent la trace du lion. Et voilà, Hyacinthe Pirmé. Vous avez vu le pisteur qui jette des cailloux de façon à faire bouger le lion, et le chasseur tire une balle d'achèvement sur le lion qui est par terre, couché à gauche de l'image. Il s'agit ici d'un mâle, on reconnaît l'animal à sa crinière. Dans ces notes de l'époque, il rapporte que la carabine qu'il utilisait était une 450. Ces images peuvent paraître choquantes, mais il faut dire que c'était assez coutumier à cette époque. Choquant, je ne sais pas. Ce qui pouvait être choquant, c'est qu'à l'époque, on tirait beaucoup plus que ce qu'on ferait aujourd'hui dans le cadre de chasse organisée, parce que tout d'abord, il faut dire que non seulement la chasse n'était pas organisée et qu'il y avait beaucoup plus d'animaux sauvages qu'il n'y en a pour le moment, et d'autre part, il ne faut pas non plus oublier qu'il y avait une caravane très importante et que cette caravane se nourrissait des animaux qu'on tirait pour assurer sa subsistance. Bien entendu, il ne tirait pas des animaux tous les jours. Dès lors, les animaux qui étaient tirés étaient consommés soit le jour même, soit alors ils étaient boucanés et on les emmenait, la caravane les emmenait poursuivre son trajet. C'était une méthode de conservation de la nourriture qui leur permettait de se nourrir là où éventuellement on ne trouvait pas le moyen de se nourrir, soit en poisson, soit en antilope. Boucaner, qu'est-ce que ça signifie exactement? Eh bien, c'est une façon de fumer la viande, de la chauffer, de la fumer de telle sorte qu'il se crée à la surface de la viande une pellicule durcie qui la protège contre l'oxydation et également contre la présence de mouches et d'autres parasites qui pourraient l'infecter. La peau est chargée sur le mulet. Ce sont des trophées que vous avez connus? Oui, oui. Ces trophées, je les ai retrouvés chez des tantes ou des grandes tantes ou des grands-oncles. Et il y en avait une telle quantité, je dois dire que chacun des membres de la famille avait été obligé de se les répartir de façon à trouver une place pour les y mettre. C'était un homme de nature assez solitaire qui aimait trouver l'aspect cocasse des choses, mais qui avait en même temps
une vision très intéressée de ceux qui l'entouraient. Dans les lettres, par exemple, qu'il envoie d'Afrique, il s'intéresse non seulement à la faune, à la flore, mais il s'intéresse au caractère des peuplades qu'il rencontre, et il s'intéresse également à l'influence de l'administration anglaise ou belge dans les pays colonisés, pour en faire une critique que personnellement j'ai trouvée très constructive. Alors voilà une scène de marché qui a été prise à Omdurman, au Soudan. Cette scène est prise en décembre 1908. Omdurman se trouve au confluent du Nil bleu et du Nil blanc. Est-ce que dans ces lettres, votre grand-oncle fait état de dangers qu'il aurait eu à affronter? De danger, pas réellement. D'abord, mon oncle était un type à la fois humoristique et plutôt modeste de nature, donc je ne crois pas qu'il soulignait tellement les dangers qu'il avait rencontrés, mais il transparaît à travers ses lettres qu'il passait par des régions où on n'avait jamais vu passer des Européens, et il se trouvait donc nécessairement dans des circonstances relativement difficiles. Il évoque d'ailleurs dans une de ses lettres, il avait engagé une vingtaine de personnes pour accompagner sa caravane, et le matin il attendait ces personnes. Il y en a 3 qui sont arrivés parce que les 17 autres avaient été assassinés sur le chemin qui séparait le village de la caravane. Elles avaient été interceptées par une tribu ennemie, et ce genre d'incident semblait arriver relativement régulièrement. Ici, on voit une partie de l'équipement qu'on va charger. Vous remarquez l'importance, le volume et ce que ça pouvait représenter comme poids. On charge les chameaux. Voilà des soldats abyssins qui sont en train de faire reposer armes au profit du cinéaste. Alors ici, il y a une séquence de capture d'un hippopotame. L'hippopotame nage dans le Nil, on voit juste apparaître sa tête. Voilà l'impact de la balle. L'animal disparaît, et puis le revoilà qui flotte à la surface. Ça prend quelques heures, ce n'est pas comme dans le film. Il fallait récupérer directement les animaux si on voulait s'en servir pour nourrir la caravane. Vous voyez ici le chef pisteur, le nommé Taka, qui monte sur l'hippopotame et qui va s'en servir comme d'une pirogue et le ramener à la rive en ramant. Et d'autres pisteurs tirent, l'aident à ramener l'hippopotame jusqu'à la rive.
L'indigène qui est à la tête de l'animal découpe le museau de façon à conserver les grès de l'hippopotame qui servent de trophée. Et voilà mon oncle qui a récupéré un petit hippopotame. L'animal dépecé est abandonné. Vous voyez que les vautours se précipitent à la curée. On voit ici une chose qui est tout à fait extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà été en Afrique, mais on ne voit pas de vautours dans le ciel. Mais il suffit qu'il y ait une charogne quelque part pour qu'aussitôt, des quatre coins du ciel, rappliquent tous les vautours qui peuvent se trouver dans les environs et qu'on n'imagine pas de voir. Et vous voyez sur cette image, il doit y avoir certainement une centaine de vautours, alors qu'il est rare de voir plus de 3, 4 vautours voler ensemble dans le ciel lorsqu'il n'y a rien à manger. À un coup de carabine, il y a un animal blessé qui se débat. On en ramasse un second. Après l'Afrique, votre grand-oncle s'est intéressé à l'aviation. Effectivement, en juin 1911, donc 3 ou 4 mois après son retour d'Afrique, avait lieu un événement sportif tout à fait remarquable. C'était le circuit européen d'aviation, dont il a filmé une étape Liège-Spa-Liège. J'ai d'ailleurs demandé à mon ami de l'aviation, le colonel Terlinden, qui est président fondateur des Amis du musée de l'air, qui se trouve au cinquantenaire au sein du musée de l'armée, de bien vouloir nous donner des explications parce qu'il est tout à fait spécialiste en la matière. Colonel Terlinden, le circuit européen, c'est une épreuve très importante. Mais je crois que oui, il faut un petit peu se situer dans l'époque. Rappelez-vous que le premier franchissement de la Manche par Blériot s'est déroulé en 1909. En 1910, vous avez eu le circuit de l'Est, qui était la première randonnée, disons, aérienne. Et en 1911, il y avait eu Paris-Madrid, Paris-Rome, avec une vingtaine de participants et 1 ou 2 arrivants. Et ici, vous avez le circuit de l'Est, le circuit européen, qui est le premier circuit international, avec 72 participants au départ et 9 à l'arrivée, 1600 km, une étape entre Paris et Liège, où ils partent à 72 et arrivent à 18 le premier jour. Alors ici, je pense que c'est le vainqueur de l'étape qui est Vidard, qui est arrivé le premier. Donc la première étape était Paris-Bruxelles avec étape à Reims. Vidard est arrivé en 9h29 minutes 54 secondes. C'était la plus longue étape de tout le circuit européen. 325 km. Ici, je pense qu'il s'agit de Batia, à voir ses grandes moustaches. Batia est un pilote d'essai assez célèbre, qui est devenu d'ailleurs président des Vieilles Tiges de France, et qui est mort il y a seulement quelques années. C'était un sport assez dangereux aussi. Ben, le premier jour a même été désastreux, puisque 2 des candidats se sont tués au départ, au cours de la première étape. Alors ceci, c'est un blériot. Le blériot numéro 12, c'est celui de Beaumont, et Beaumont sera le vainqueur futur de l'épreuve. Beaumont était un pseudonyme. Beaumont est un pseudonyme, il s'agit de l'enseigne de vaisseau Conneau. C'était donc un officier de marine et qui était certainement très fort en navigation aérienne, ce qui lui donnait un avantage sur les autres qui suivaient les routes et les chemins de fer et les canaux pour essayer d'arriver à leur objectif.
Ici, vous voyez un Henri Farman devant les hangars. Avion que les Belges d'ailleurs ont utilisé pour l'entraînement par la suite. Il faut bien se dire que cette épreuve était vraiment une première en son genre et on comprend qu'elle ait rencontré beaucoup de succès. Mais il faut ajouter aussi qu'elle a rencontré énormément de problèmes parce qu'il y a eu des vents extrêmement violents et les avions d'époque volaient très tôt matin ou très tard le soir pour éviter d'avoir des vents d'une vitesse trop élevée. D'ailleurs, l'épreuve de Spa, Liège-Spa-Liège a été remise d'un jour à cause des circonstances atmosphériques. Quelle vitesse pouvait-on atteindre à ce moment-là en avion? Eh bien, les avions les plus rapides dépassaient à peine le 100 à l'heure. La vitesse d'atterrissage était aux environs de 40 à 50 km à l'heure. Les dames avec les magnifiques chapeaux et des rubans gigantesques. Bien entendu, toutes ces réunions aéronautiques comprenaient des banquets. Védrine, au centre avec sa grande casquette, qui était d'ailleurs très bien classée. C'était une vedette de l'époque. Ah, Védrine était une toute grande vedette de l'époque et a remporté d'ailleurs de nombreuses compétitions. Ah, ici, c'est certainement le Déperdussin de Vidard. Vous voyez qu'au départ, les gens maintiennent l'avion au moment où on met les gaz, et alors au moment où le pilote levait le bras, ça voulait dire lâcher tout. Il n'y a pas de frein, j'imagine. Non, bien entendu. Alors nous voilà de nouveau le caudron de Duval, caudron G2. Nous avons un caudron G3 au musée de l'air d'ailleurs, qui est au fond simplement un modèle plus perfectionné de celui-ci. Cela faisait combien de temps que l'aviation avait débuté? Mais on peut dire que l'aviation a débuté en Europe en 1908-1909, pas avant. Donc cela faisait 2-3 ans. Oui, à peu près. Alors ici, c'est un Maurice Farman, c'est le seul biplace de toute la compétition. Et c'est le Maurice Farman de Renault et Senouk. Renault et Senouk se sont classés, sont arrivés jusqu'à la fin de la course et avaient certainement l'avantage d'être à deux parce que Senouk pouvait s'occuper de la navigation tandis que Renault s'occupait uniquement de l'avion. Ce qui était un grand avantage. Il faut bien se rendre compte qu'à la vitesse à laquelle ces gens volaient, la dérive quand le vent était latéral était énorme. Et énormément de pilotes se perdaient et devaient même atterrir et demander leur chemin en route. Un Henri Farman, probablement Wayne Malen. Ici, on voit qu'il s'agit d'un moteur rotatif. Les cylindres et l'hélice sont solidaires. L'ensemble tourne autour de l'axe. Ici, vraisemblablement, un Déperdussin. Voilà de nouveau le caudron de Duval, avec sa dérive double. Ceci est vraisemblablement l'étape Liège-Spa-Liège, qui s'est déroulée dans des conditions particulièrement difficiles parce que le vent était considéré pour l'époque comme assez violent et apparemment il y avait des problèmes de brume au point de vue visibilité, si bien que pour découvrir l'aérodrome de Spa-Malchamps, qui existe encore toujours, les pilotes ont éprouvé certaines difficultés et il y a 3 pilotes qui se sont perdus, qui sont allés atterrir en Allemagne et un au Luxembourg lors de cette étape. Ceci pourrait bien être Vidard. Vidard, et alors remarquez ici la carte plaquée sur l'aile, et carte qui se déroule, que le pilote déroule, mais la carte évidemment donne uniquement un itinéraire avec quelques kilomètres à gauche et à droite.
Le problème de navigation était évidemment très grand et nous avons ici une pièce extrêmement rare. Il s'agit du document de navigation de Védrine lors de la dernière étape de Paris-Madrid. Les pilotes installés dans le cockpit ou dans l'avion, cette carte qu'on déroulait au fur et à mesure du vol, et on peut l'apercevoir par exemple sur l'avion de Vidar dans le film que nous avons aujourd'hui. Et ici, vous pouvez lire la signature de Jules Védrine, Paris-Madrid 1911. Ça s'est passé un mois avant les événements dont nous parlons aujourd'hui. Qu'est-ce que vous inspire ces gens, soit qui se lancent dans l'aviation, soit qui partent pour des périples comme cela en Afrique? Qu'est-ce que ça vous inspire? En ce qui me concerne, beaucoup d'envie. Oui, j'allais dire que, en fait, moi j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Et ce n'est pas sans un certain déplaisir que je vois maintenant le succès de l'ULM, l'avion ultra-léger, parce que je vois un peu revenir les caractéristiques de cette époque-là où on regardait si l'air était porteur ou non, et on regardait si le vent n'était pas trop élevé ou pas, parce qu'avec l'ULM, toutes ces notions reviennent à la surface. Et vous, est-ce que l'exemple de votre grand-oncle vous inspire de temps en temps dans votre vie quotidienne? Nous avons tous les deux été pilotes. Il y a peut-être là une certaine similitude. D'autre part, il est évident qu'une vie comme celle que Hyacinthe Pirmé a connue est une vie qui attire certainement beaucoup par le côté d'aventure. Et je crois que tout le monde, au fond de soi, souhaite connaître ce genre de vie. Est-ce encore accessible aujourd'hui? Sur quel plan? Sur le plan financier, il est probablement assez difficile de faire ce qu'il faisait à cette époque-là, mais je pense qu'effectivement, il existe encore de par le monde des coins suffisamment reculés où ce genre d'aventure est possible.